Le titre principal de mon propos correspond dans son idée au sous-titre de l'ouvrage La philosophie du paradoxe, paru donc fin novembre 2024, puisque ce sous-titre était prolégomène à la relativité philosophique, les prolégomènes étant les préparatifs toujours hein, à quelque chose. Je souhaite donc revenir ici sur quelques idées centrales par lesquelles cet ouvrage, plus encore que La Société de l'invention, paru en 2018, prépare ce que je nomme la relativité philosophique. L'ouvrage La Société de l'invention donnait certes, dans les 4 chapitres de sa seconde partie, la structure et le programme de cette nouvelle philosophie en construction, mais seule la philosophie du paradoxe précise véritablement sa méthode, et par là même l'idée de relativité philosophique. Par cette expression, il faut entendre un futur système philosophique qui se voudra l'analogue, en philosophie, de la théorie de la relativité introduite par Albert Einstein en physique. Parler d'analogie, c'est, depuis les Grecs, parler d'une identité entre deux rapports. A est à B, ce que C est à D. Dans une analogie, l'identité ne concerne pas des choses, mais des rapports. C'est pourquoi les choses concernées par ces deux rapports pourront, elles, être très différentes lorsque l'on passe d'un domaine, la physique, à un autre domaine, la philosophie. En l'occurrence, nous savons qu'Einstein a relativisé la simultanéité de deux événements dans l'univers. La relativité philosophique, elle, entend relativiser la simultanéité non pas de deux événements, mais du sujet pensant et de l'objet pensé. Par un tel geste philosophique et par son analogie avec le geste einsteinien en physique, le projet de la relativité philosophique se positionne comme l'au-delà d'un précédent système philosophique qui avait lui aussi revendiqué une analogie avec la science. Je peux parler bien sûr du célèbre système critique d'Emmanuel Kant, qui était le sommet des Lumières franco-allemandes. Chez Kant, la simultanéité du sujet et de l'objet restait pensée comme absolue plutôt que relative, et l'analogie revendiquée par lui concernait le travail de Copernic en astronomie, d'où le nom de révolution copernicienne donné par Kant à sa démarche philosophique. De même en effet que Copernic avait inversé le rapport de rotation entre le Soleil et la Terre, de même Kant inversait le rapport entre le sujet pensant et l'objet pensé. Ce n'était plus le sujet qui tournait autour de l'objet pour le connaître. Tourner, c'était le verbe utilisé par Kant. Et d'ailleurs, en l'occurrence, là, c'est une métaphore qui s'introduit à l'intérieur de l'analogie. Métaphore et analogie n'étant pas la même chose, elles souvent sont confondues. Donc, ce n'était plus le sujet qui tournait autour de l'objet pour le connaître tel qu'il serait dans sa réalité absolue, la fameuse chose en soi chez Kant, mais c'était désormais l'objet qui apparaissait au sujet en fonction de la structure mentale de ce dernier. Dans la philosophie du paradoxe, plus encore que dans la société de l'invention, je dis les raisons théoriques de fond pour lesquelles cette révolution copernicienne en philosophie doit aujourd'hui laisser la place à une nouvelle rupture théorique à laquelle je donne le nom, lui aussi analogique, de relativité philosophique. Et ce sont quelques-unes de ces raisons théoriques de fond que je voudrais ici donc présenter succinctement. Dans un premier temps, donc, je parlerai de la nécessité de repenser ce que l'on nomme la crise du sens à l'heure de la catastrophe écologique. Ce premier temps se rattachera encore à l'ouvrage de 2018 parce qu'il dégagera les 3 modalités de la crise de la réflexivité, en quoi consiste en fait la crise du sens. Dans un deuxième temps, j'en viendrai à l'aspect plus fondamental sur lequel la philosophie du paradoxe est revenue en 2024, pour le préciser, le fait que le sens, compris comme faire sens des choses, possède en fait 3 dimensions générales, qui ne peuvent pas se réduire à la seule dimension de l'objet de connaissance là-devant. Objectum, posé là-devant, ob. Ceci impliquera d'une part que la philosophie se distingue des sciences d'une nouvelle façon, et d'autre part que les 3 modalités de la crise de la réflexivité concernent respectivement les 3 dimensions du faire sens de toute chose. Dans un troisième et dernier temps, il s'agira de prendre la mesure de ce qu'on peut appeler la surcomplexité ou la métacomplexité, dont la tâche nouvelle s'impose ainsi à nous, en repensant d'une façon inédite non seulement l'idée de système philosophique global, mais aussi l'idée de paradoxe dans sa différence par rapport à l'idée de contradiction, si l'on veut surmonter la crise de la réflexivité.
Je pourrais alors conclure en revenant sur l'idée proprement analogique de relativité philosophique et en précisant ce que signifie en philosophie ma thèse de la relativité de la simultanéité entre le sujet pensant et l'objet pensé. Ma première partie donc va être consacrée au fait de devoir repenser aujourd'hui ce qu'on appelle la crise du sens à l'heure de la catastrophe écologique. Je commence par le contexte dans lequel nous tentons de penser aujourd'hui. Ce contexte n'est pas de la même nature que celui dans lequel se déployait la pensée de Kant et des Lumières du XVIIIe siècle. Nous ne tentons plus aujourd'hui de penser pour que l'humanité progresse, mais nous tentons de penser pour que l'humanité survive aux conséquences écologiquement catastrophiques de son propre développement. Le précurseur de cette prise de conscience du nouveau contexte est évidemment Hans Jonas, dans son maître ouvrage Le principe responsabilité, paru il y a presque un demi-siècle. Cet ouvrage entendait remplacer le célèbre impératif catégorique de Kant par un nouvel impératif moral qui intègre la considération des conséquences de nos actions sur les conditions de vie des générations futures. Depuis l'apparition de cet ouvrage, la situation écologique s'est considérablement aggravée et les données scientifiques ne cessent de nous terrifier toujours plus. Sans doute, la nouvelle époque du capitalisme que constitue le néolibéralisme consumériste des années 1980, avec son slogan «Il n'y a pas d'alternative», a-t-elle été décisive pour ce processus écologiquement catastrophique que Bernard Stiegler, dans son œuvre profonde et inspirée, nommait la bêtise systémique. Stiegler, qui nous a quittés en 2020, voyait également venir la phase terminale que nous vivons aujourd'hui, celle du technofascisme incarné par le duo Trump-Musk. Il annonçait cela et il le nommait l'infernal. Dans ses ouvrages, il a pensé de façon quasi obsessionnelle la bêtise systémique de notre époque, en la nommant aussi dénoétisation, c'est-à-dire une prolétarisation de nos savoirs conceptualisés ou savoirs pensés, qui était selon lui le troisième et dernier stade d'un processus de prolétarisation généralisée, ayant d'abord touché nos savoir-faire, puis nos savoirs désirés, qu'il appelait aussi les savoir-vivre. Les derniers ouvrages de Stigler faisaient clairement du transhumanisme, auquel se rattache évidemment notamment Musk, faisait du transhumanisme l'incarnation même de la bêtise systémique et l'allié technoscientifique du néolibéralisme consumériste, qui devient aujourd'hui technofascisme aux USA. De mon côté, j'ai eu l'occasion de préciser dans mes ouvrages les raisons proprement épistémologiques pour lesquelles le transhumanisme est dans la plus complète confusion de pensée. Ce n'est pas une philosophie, c'est une simple idéologie d'ingénieurs qui ne maîtrisent pas les notions théoriques qu'ils utilisent, par exemple lorsqu'ils se réfèrent à la théorie de l'évolution. Mais ici, et ainsi que je l'ai annoncé, je voudrais bien plutôt approfondir la question de ce que l'on nomme la crise du sens, afin de montrer qu'elle est en fait une crise de la réflexivité, possédant trois modalités simultanées qui ne recoupent pas les trois stades successifs de la prolétarisation pensée par Stigler. Car depuis la Société de l'invention, je propose pour ma part une analyse en réalité très complémentaire de l'analyse élaborée par Stigler, dont le travail sur le processus historique de prolétarisation généralisée nous offrait ce que j'ai eu l'occasion de nommer une psychosociologie historique des profondeurs, après la psychologie des profondeurs revendiquée par Freud, que Stigler mobilisait d'ailleurs beaucoup. Mon analyse propre est différente et complémentaire de la sienne, en ce qu'elle est directement liée au problème philosophiquement fondamental du sens. Ce problème a centralement occupé la philosophie du XXe siècle, depuis Husserl et Frege jusqu'à Wittgenstein et Heidegger, mais il n'était pas au cœur même de la réflexion de Stigler. Sans en venir déjà à ce que je nomme la pluridimensionnalité du sens compris comme faire sens, je souhaiterais dégager ce qui lui est pourtant lié et que l'on peut présenter comme une crise de la réflexivité selon trois modalités différentes. Je rappelle d'abord que le mot réflexivité désigne le retour sur soi-même. Traditionnellement, on privilégie, lorsqu'on utilise ce mot, la dimension de nos existences qui concerne la connaissance. En l'occurrence, la connaissance de nos propres états ou actions ou opérations de pensée, puisqu'il s'agit du retour sur soi. Ce retour sur soi est ce qui permet notamment de faire la synthèse de nos connaissances en tâchant de les unifier. Les Lumières du XVIIIe siècle, en écrivant la première et la plus célèbre encyclopédie, ont ainsi élaboré une magnifique synthèse réflexive des connaissances de leur époque. Mais je voudrais vous faire remarquer qu'en réalité,
D'autres dimensions de nos existences engagent certaines modalités autres de la réflexivité. Par exemple, lorsque nous éduquons un enfant en lui transmettant des valeurs, nous avons besoin, pour être crédibles aux yeux de l'enfant, d'incarner nous-mêmes dans nos comportements les valeurs que nous prétendons et souhaitons lui transmettre. Pour désigner cette incarnation personnelle des valeurs que nous voulons transmettre aux autres, nous disposons de la notion d'exemplarité. Je précise qu'ici, être exemplaire, ce n'est pas forcément avoir un comportement parfait. La notion d'exemplarité signifie d'abord le fait, moins ambitieux mais exigeant malgré tout, d'appliquer soi-même les règles que l'on voudrait voir appliquées par les autres. Or, ce qui m'intéresse pour mon propos, c'est que l'exemplarité est ici une modalité de la réflexivité. Elle est en fait la modalité de la réflexivité dans l'ordre des valeurs, et donc dans la dimension de nos existences qui concerne la transmission des valeurs par leur incarnation. Nous avons donc pour l'instant deux dimensions de nos existences qui engagent deux modalités différentes de la réflexivité. La première dimension de nos existences est celle de l'acquisition de connaissances, et la seconde est celle de la transmission des valeurs. Mais nos existences ne se résument pas à acquérir des connaissances en nous informant ou à transmettre des valeurs en les incarnant. Nos existences consistent aussi à satisfaire nos besoins pour nous maintenir dans l'existence, et si possible dans une existence humaine digne de ce nom. On remarquera d'ailleurs que cette idée d'une existence proprement humaine est ce qui peut servir de prétexte pour satisfaire non plus des besoins, mais des désirs, et que ces derniers, malheureusement, peuvent bien souvent être très superficiels et même écologiquement destructeurs. Nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, je signale simplement que le système de la production par le travail est précisément cette dimension de nos existences par laquelle nous gagnons les moyens de satisfaire nos besoins et désirs. Or, dans cette dimension spécifique de nos existences, les idéologies politico-économiques sont la modalité que revêt la réflexivité. Car l'économie politique est le retour réflexif sur le système social de la satisfaction des besoins et des désirs. Faisons un premier bilan. Nos existences sont structurées par les trois grandes dimensions. Petit a, de l'information pour acquérir des connaissances. Petit b, de l'incarnation des valeurs à transmettre par nos comportements. Et petit c, de la production pour satisfaire nos besoins et désirs. Et ces trois dimensions de nos existences engagent trois modalités différentes de la réflexivité, respectivement la synthèse des connaissances, l'exemplarité des comportements et les idéologies politico-économiques. Or, et j'en viens désormais à la question de la crise de la réflexivité, on observe, depuis l'avènement du néolibéralisme consumériste, donc depuis 40 ans, une progressive crise de la réflexivité dans ces trois modalités. Je vais préciser cela pour chacune d'elles. Premièrement, donc, la synthèse des connaissances, première modalité de la réflexivité qui est essentielle, par exemple, à la construction des programmes scolaires, a été de plus en plus empêchée par une sectorisation extrême du savoir, qui a répondu au désir technocratique d'une rentabilité par l'hyperspécialisation. Aujourd'hui, le mot d'ordre universitaire de l'interdisciplinarité peut certes sembler contrebalancer cette tendance lourde, mais en réalité, l'interdisciplinarité n'est envisagée par les sphères politico-économiques que sous deux biais qui rendent irréalisable l'ambition d'y trouver une véritable réflexivité. D'une part, le biais consistant à y voir un facteur d'inventivité à nouveau rentable. Et d'autre part, le biais consistant à y voir une interscientificité, alors que toute véritable réflexivité dans la synthèse des connaissances ne peut être l'œuvre que de celui qui ne construit pas, pour sa part, une connaissance proprement dite, c'est-à-dire le philosophe, dont la tâche, dans le domaine de la connaissance proprement dite, est d'en construire l'encyclopédie, lui qui ne construit pas une connaissance proprement dite, puisqu'il n'est pas scientifique. La philosophie, qui, dans l'esprit des sphères politico-économiques, n'a plus la charge de la synthèse des connaissances, est ainsi elle-même victime de cette politique technocratique de la recherche. Et ceci se traduit également par le fait que les travaux des philosophes universitaires et leurs publications dans des revues philosophiques sont présentés dans les CV exigés pour les recrutements comme des travaux et des publications scientifiques. La philosophie
Sous prétexte qu'elle doit être rigoureuse et précise dans son propos, ce qui est une condition absolue, évidemment, sous ce prétexte, elle se voit réduite à l'idée naïve d'une connaissance proprement dite et spécialisée. Deuxièmement, l'exemplarité des comportements est, elle aussi, en crise. Je rappelle que par exemplarité, j'entends ici le fait d'incarner soi-même, dans son propre comportement, les valeurs que l'on prétend transmettre aux autres ou que l'on aimerait voir appliquées par ses enfants. Elle est ainsi la modalité axiologique de la réflexivité. Or, la crise de l'exemplarité est croissante depuis plusieurs décennies, et même si nous avons bien sûr tous en tête des affaires comme l'affaire Cahuzac ou d'autres affaires désormais nombreuses qui touchent le monde politique, il importe de souligner que c'est en réalité la société dans son ensemble qui est touchée par cette crise, puisque par exemple, le phénomène croissant des incivilités s'accompagne de plus en plus de la revendication, par ceux-là même qui les commettent, de la notion de respect, qu'ils reprochent aux autres de ne pas appliquer alors qu'eux-mêmes ne le font pas non plus. Ceci, par là même, ne touche pas que la jeunesse, mais s'observe chez un nombre croissant d'adultes. Et la conséquence en est que les jeunes enfants, eux, accordent de moins en moins de crédit aux exigences comportementales de leurs parents. Troisièmement, les idéologies politico-économiques, qui sont la modalité de la réflexivité dans la dimension de notre existence caractérisée par la satisfaction des besoins et des désirs, sont elles aussi en crise. Le communisme, qui avait longtemps été l'idéologie politico-économique alternative à l'économie politique capitaliste, s'est effondré. Le capitalisme, lui, continue certes de régner en tant que système économique, proprement dit, mais en tant que théorie politico-économique, il se trouve en crise profonde. Parce qu'après s'être longtemps moqué du caractère utopique des idéologies de type socialiste, il se révèle être lui-même une utopie bien spécifique, l'utopie de la croissance infinie dans un monde dont les ressources naturelles sont finies. Dans mon petit manifeste publié chez Actes Sud en 2022, j'ai suggéré que le capitalisme, outre qu'il se révèle désormais être lui-même une utopie sur ce point précis de la croissance infinie, provoque en même temps une inversion du sens de l'utopie, puisqu'en tant que système économique, il s'est réalisé. Mais sa domination fabrique à long terme l'impossibilité du monde lui-même, compris comme habitabilité. Et j'ai distingué cette idée de ce que l'on appelle une dystopie. Quant à l'idéologie politico-économique de type écologique, enfin, elle n'a pas encore construit sa théorie fondamentale. Et c'est pourquoi j'ai commencé depuis la Société de l'Invention de poser les bases d'une refondation du droit pour un futur âge écologique et post-catastrophe. En effet, à l'intérieur de mon travail, en vue du système global de la relativité philosophique, le domaine spécifique correspondant à ce que l'on nomme traditionnellement la philosophie politique, ce domaine se voit philosophiquement contraint de refonder le droit. Et cette refondation est le moyen de la réunification de l'économie politique et de l'écologie politique. Je n'aurai pas l'occasion ici d'y revenir aujourd'hui, sauf si vous m'interrogez sur ce point, mais je tenais à rappeler cet aspect du travail auquel je vais bientôt consacrer un ouvrage entier, alors que jusqu'à présent, je n'y ai consacré que des chapitres isolés. Afin de conclure désormais cette première partie de mon propos, j'ajouterai que le découpage de nos existences en trois dimensions, l'acquisition d'informations pour connaître, la transmission des valeurs par leur incarnation comportementale et la production pour la satisfaction des besoins et désirs, eh bien, ce découpage peut se confirmer lorsqu'on se penche sur nos origines animales et sur ce que j'appellerais les différentes dimensions existentielles de l'être animal. En effet, un animal, petit a, perçoit les choses dans son milieu de vie, petit b, éprouve des émotions internes du fait de ce qu'il vit, et petit c, il agit pour satisfaire ses besoins et se maintenir en vie. Perception, émotion et action chez l'animal sont les origines de nos trois dimensions plus complexes de l'information sur l'objet de connaissance, de la transmission des valeurs par leur incarnation comportementale et de la production pour la satisfaction de nos besoins et désirs. Depuis la Société de l'Invention, et en m'appuyant sur des travaux réalisés par des chercheurs appartenant au domaine des neurosciences, j'ai commencé de proposer un nouveau scénario de genèse de l'espèce humaine, donc un nouveau scénario d'anthropogenèse, par-delà le célèbre scénario proposé par André Leroi-Gourhan en 1964, afin d'expliquer comment les trois dimensions de l'être animal,
qui sont toujours en nous, hein, bien sûr, comment elles ont pu donner naissance à trois dimensions humaines plus complexes, qui d'ailleurs les reconfigurent, qui les reconfigurent. S'il est vrai que, par exemple, nos émotions sont désormais configurées par nos valeurs éducatives. Mais ce qui m'intéresse pour mon propos d'aujourd'hui, c'est le fait que chez l'humain, chez l'animal non humain, pardon, chez l'animal non humain comme chez nous, les trois dimensions de l'existence sont aussi et en même temps les trois dimensions du faire-sens de toute chose rencontrée au sein de cette existence. C'est pourquoi nous sommes conduits à la deuxième partie de mon propos. J'ai dit plus haut que le contexte écologiquement catastrophique dans lequel nous tentons aujourd'hui de penser est très différent du contexte scientifiquement optimiste et politiquement révolutionnaire dans lequel les Lumières du XVIIIe siècle se plaçaient pour leur part au service de l'idée de progrès humain. Cependant, malgré cette très grande différence, les deux situations conservent au moins un point commun qui a vraiment son importance. Car d'une part, Kant, le sommet des Lumières franco-allemandes, est précisément celui qui, grâce à Newton en physique et Rousseau en philosophie politique, a voulu tout repenser en philosophie à partir d'une nouvelle et fondamentale théorie de la connaissance, permettant de redéfinir le rôle même de la philosophie par rapport à la science, mais aussi par différence avec les ambitions vaines de la métaphysique spéculative qui essayait de démontrer l'existence de Dieu ou l'immortalité de l'âme. D'autre part, s'il nous faut tout repenser aujourd'hui, cela ne peut se faire qu'en cultivant plus que jamais le penser par soi-même, par lequel Kant définissait les Lumières dans son célèbre texte Qu'est-ce que les Lumières? Nous allons d'ailleurs voir que ce dont nous avons besoin aujourd'hui implique rien de moins qu'une redéfinition et une réorganisation des différents domaines qui sont ceux de la philosophie. Ce sera là l'une des caractéristiques de ce que j'appelle le pas de plus que constitue la relativité philosophique par rapport à cette première rupture qu'était la révolution copernicienne de Kant. Afin d'entrer dans cette redéfinition et cette réorganisation des différents domaines de la philosophie, qui sera aussi une nouvelle redéfinition du rôle de la philosophie par rapport à la science, il nous faut d'abord comprendre en quoi les trois dimensions générales de nos existences sont en même temps les trois dimensions générales du faire-sens de toute chose rencontrée dans l'existence. Cette compréhension aura des conséquences très importantes sur la tâche fondamentale de la philosophie. Reprenons donc l'examen, commencez plus haut. Acquisition d'informations sur l'objet de connaissance, transmission des valeurs que l'on incarne dans nos comportements et satisfaction des besoins et désirs pour se maintenir dans l'existence, si possible digne d'une existence humaine, étaient les trois dimensions générales de nos existences. Or, lorsque nous disons quelque chose sur quelque chose, cette chose qui est l'objet de notre pensée et de notre discours ne prend précisément pas sens uniquement en tant qu'objet de connaissance. Elle prend sens également selon les deux autres dimensions de nos existences. Pour prendre un exemple volontairement banal, afin d'en dégager toute la complexité implicite, lorsque je pense à ce qu'est un arbre et que je tiens un propos sur cet objet de ma pensée, ce dernier ne fait précisément pas sens uniquement en tant qu'objet là-devant à connaître, objectum, il fait sens aussi selon cette seconde dimension qu'est son utilité éventuelle pour la satisfaction de tel ou tel de mes besoins et désirs, qui peuvent d'ailleurs varier selon que l'on est agriculteur ou professeur de philosophie dans une ville. Pour ce dernier, le professeur de philosophie, l'utilité de l'arbre pourra par exemple renvoyer implicitement au besoin de s'évader le dimanche en forêt, comme je le fais pour ma part très régulièrement. Tandis que pour l'agriculteur, la signification arbre pourra renvoyer à un contexte de travail, et donc à des besoins différents de celui très citadin de la promenade dominicale en forêt. J'ouvre une parenthèse importante ici avant de poursuivre mon analyse et de dégager la troisième dimension du faire-sens de l'arbre. J'ai utilisé le mot signification pour parler de ce que les philosophes après Kant nommaient la représentation de l'arbre, c'est-à-dire l'idée que l'on en a. Ce choix du terme signification est motivé, voire contraint, par une raison décisive, qui est la suivante. Le mot représentation privilégie la dimension par laquelle les choses sont des objets là-devant à connaître. Or, mon analyse vise précisément à révéler le fait que le faire sens de toute chose est en réalité
tridimensionnelle et donc irréductible à la seule dimension de l'objet de connaissance. C'est pourquoi je rebaptise les représentations des significations, dont je dégage le faire-sens tridimensionnel. Avant donc d'en tirer les conséquences dont j'annonçais qu'elles seraient décisives pour la tâche fondamentale de la philosophie, venons-en pour l'instant à la troisième dimension du faire-sens de la signification arbre. Cette troisième dimension est celle des valeurs que nous entendons incarner à travers nos comportements et que nous pouvons retrouver ou non dans la signification arbre. Le faire-sens de cette signification, en plus donc d'avoir une première dimension centrale renvoyant à un objet de connaissance, là devant, et aussi une deuxième dimension liée à un besoin et désir à satisfaire, possède encore une troisième dimension qui est celle des valeurs. Cet arbre est-il authentique en tant qu'arbre? Est-il aussi facteur d'authenticité de notre existence? Est-il plus ou moins beau? Est-il plus ou moins bénéfique et pas seulement utile à tel ou tel de mes désirs égoïstes? Ces questions sont relatives aux trois grandes valeurs que la tradition métaphysique occidentale a identifiées depuis Platon sous les noms du bien, du beau et du vrai. Mais vous aurez remarqué qu'à travers mes questions, j'ai rebaptisé le vrai, je l'ai rebaptisé le vrai, l'authentique. Et ce, pour la raison, justement, qu'ici le vrai est une valeur. Dans la philosophie du paradoxe, j'ai reproché à la métaphysique d'avoir voulu soumettre l'objectivité scientifique à la valeur de la vérité avec une majuscule, alors que la science possède à la fois son autonomie méthodologique et sa souveraineté gnoséologique. Ce dernier adjectif, gnoséologique, désignant chez moi la dimension du faire-sens qui est spécifiquement liée à l'objet de connaissance. Vous l'aurez compris, la tâche fondamentale et première de la philosophie n'est plus ici la connaissance proprement dite, mais elle est la simple connaissance, entre guillemets, de soi-même comme individuant le faire-sens tridimensionnel et irréductible à la dimension de l'objet de connaissance, là-devant, qui ne me ferait pas. En d'autres termes, l'individu philosophant doit d'abord penser sa propre finitude, sa propre non-originalité, de sens sujet, individuant le faire-sens. Et c'est à partir du dégagement de ces trois dimensions du faire-sens que pourront être redéfinis et reconstruits les différents domaines de la philosophie. Mais avant d'en venir à ce point, qui définit le programme de reconstruction philosophique tel que j'en donnais la structure en 2018 dans la Société de l'Invention, il me faut préciser ce que je nomme le problème cardinal de la relation entre philosophie et science. Ce problème cardinal de la relation entre philosophie et science et de leurs différences est plus précisément celui que je nomme le problème du décentrement méthodologique. Le décentrement méthodologique dont les sciences sont capables, tandis que l'individu philosophant, lui, ne dispose d'aucune médiation pour se décentrer lorsqu'il affirme quelque chose sur quelque chose. C'est ce problème du décentrement qui va nous faire définitivement comprendre pourquoi la philosophie ne doit plus espérer obtenir une connaissance proprement dite. Cela fait d'ailleurs 2500 ans qu'elle tente de le faire sans y parvenir. Elle ne doit plus espérer obtenir une connaissance proprement dite, mais elle doit se donner pour tâche aujourd'hui absolument essentielle et fondamentale pour elle-même, la philosophie. Elle doit se donner pour tâche de surmonter la crise du sens comme trimodale et comme crise de réflexivité en construisant la simple connaissance archi-réflexive de soi-même comme non originaire et comme individuant le faire-sens tridimensionnel. Alors pour préciser ce problème du décentrement, qui est vraiment le plus complexe de tout mon travail, je pourrais évidemment pas, on pourra y revenir, je pense, pendant le débat. Je pourrais pas développer beaucoup ce que j'ai beaucoup développé, notamment dans la philosophie du paradoxe, avec tout un chapitre sur ce problème du décentrement, qui est vraiment le problème cardinal. Je dirais ici il y a deux aspects à prendre en considération, c'est-à-dire que le problème du décentrement est un double problème. D'abord, le décentrement, c'est le fait que la science, n'importe quelle science, à partir du moment où elle se construit comme une science capable de progrès, n'importe quelle science va utiliser des médiations
Alors, je vous donne un exemple qui est l'exemple vraiment royal, hein, c'est-à-dire que c'est l'exemple de la scientificité la plus grande au niveau des sciences de la nature, c'est l'exemple de la physique. La physique a réussi à construire un décentrement méthodologique par lequel le sujet connaissant, le physicien, le sujet connaissant de la physique, est capable d'objectiver les significations qu'il manipule afin de connaître, hein, il objective les significations qu'il manipule, c'est-à-dire il les égale à leur référent, à l'objet à connaître, il égale ces significations, mais ce n'est pas lui en tant qu'individu psychique qui objective les significations manipulées, puisqu'il va se décentrer en utilisant une double médiation mathématico-instrumentale. C'est pour ça que Bachelard a pensé la physique comme un travail d'ascèse. C'est une véritable ascèse. Toute imagination scientifique, toute imagination scientifique, aussi créatrice soit-elle, aussi inventive soit-elle, est toujours sous la double contrainte du dispositif mathématico-instrumental. Il va falloir pouvoir formaliser mathématiquement les idées inventées par le physicien. Et il va falloir pouvoir les éprouver par des tests expérimentaux qui supposent un dispositif technique. Et ce doublet mathématico-instrumental est une médiation qui permet au sujet connaissant de se décentrer lorsqu'il objective les significations qu'il manipule afin de prétendre connaître en égalant ces significations à leur référent. Le philosophe n'a pas cette médiation. Or, il se trouve que chaque science qui parvient à se construire comme science afin de progresser dispose de son propre mode de décentrement. Le décentrement, la question du décentrement a cet avantage, tel que je la pose, d'être le problème d'une pluralisation de la méthode en science. Il n'y a pas une méthode scientifique, il y a un décentrement scientifique qui prend différentes formes parce qu'il y a différents modes de décentrement. À chaque science, son propre mode de décentrement pour construire une objectivité sur l'objet qui lui est propre. Alors, par exemple, en biologie, il faut évidemment des tests expérimentaux, mais cette fois-ci, les mathématiques ne feront plus partie de l'essence même du décentrement. Alors qu'en physique, comme disait Lévi-Leblond, la création conceptuelle en physique, elle est intrinsèquement sous contrôle de la formalisation mathématique. En biologie, ce n'est pas le cas. La biologie n'est pas une science mathématisée intrinsèquement comme l'est la physique. Son mode de décentrement est différent. Il est expérimental et thérapeutique aussi. Parce que la biologie doit pouvoir déboucher sur des applications thérapeutiques, c'est-à-dire sur de la médecine. Il est expérimentalo-thérapeutique. Et il y a une autre dimension à prendre en compte, mais cette fois-ci, elle n'est plus tellement méthodologique, elle est plutôt thétique, c'est-à-dire qu'il va falloir considérer que l'objet d'étude en biologie a quelque part, et ça c'est Canguilhem qui l'a pensé, et évidemment le risque de ce discours c'est de tomber dans un certain vitalisme aux yeux de certains, mais je pense qu'on peut contrôler ce risque, on peut contrôler ce risque, même si Canguilhem à mes yeux ne l'a pas toujours fait, mais on peut tout à fait contrôler le risque de tomber dans le vitalisme, c'est-à-dire que le mode de décentrement de la biologie suppose, au niveau non plus de, je dirais, de la méthode même, mais au niveau des thèses fondamentales, il va falloir considérer que l'objet est lui-même quelque part un centre polarisé, un centre polarisé. Et cette polarisation va même pouvoir être pensée, c'était le cas chez Canguilhem, comme le fait qu'il y a une normativité interne à l'organisme, et cette normativité interne se révèle dans la souffrance et la dégradation de la santé. Elle se révèle négativement par la souffrance et par la dégradation de la santé. Il y a une normativité interne à l'organisme vivant. Cette normativité est fondée sur une polarisation plus fondamentale, et cette polarisation fait de l'organisme vivant un centre. En physique, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre. L'objet étudié n'est pas lui-même centre. Tandis qu'en biologie, il y a le fait que l'objet étudié a cette spécificité d'être lui-même centre. Et cette centralité de l'objet, cette centralité d'être d'organisme polarisé, permet aussi aux biologistes de se décentrer. Donc, cette fois-ci, c'est davantage ce que j'appellerais un décentrement fondamental et éthique, davantage qu'un décentrement méthodologique qui, lui, est plus à penser comme expérimentalo-thérapeutique. Donc, nous avons différents types de décentrement. Et ça permet ce qu'on appelle l'objectivité scientifique. Mais il y a un point fondamental que j'ai discuté dans la philosophie du paradoxe en consacrant tout un chapitre à la pensée et à l'œuvre de Popper pour discuter les thèses de Popper. Parce que
la théorie du décentrement méthodologique présente à mes yeux quelques avantages par rapport à la théorie réfutationniste de Popper. C'est-à-dire qu'on peut pluraliser les modes de décentrement. Voilà, il y a une pluralité qui se donne. Et par ailleurs, et donc, cette pluralité fait que, par exemple, on ne va pas exclure d'office certaines disciplines comme étant extra-scientifiques. Il est tout à fait possible, par exemple, de considérer que le travail de Freud puisse quelque part présenter certains aspects qui sont scientifiques, alors que chez Freud, chez Popper, c'est tout à fait exclu. Donc, il y a je dirais, une souplesse. Il y a une souplesse dans la théorie du décentrement méthodologique et dans son autopluralisation, dans l'autopluralisation du décentrement méthodologique. Et par ailleurs, deuxième aspect très important, c'est que ce qu'on appelle l'objectivité n'est plus ici un horizon. Ce n'est plus un horizon qui serait menacé aussitôt d'être récupéré par les métaphysiciens sous le nom de vérité, avec un V majuscule. Et je pense que si Popper est tombé sans cesse, il est retombé sans cesse dans des affirmations qu'il a lui-même volontiers qualifiées de sceptiques. Il appelait ça un nouveau scepticisme. Il disait que son rationalisme avait ceci de particulier, son rationalisme critique avait ceci de particulier, qu'il présentait un nouveau scepticisme, différent de l'ancien scepticisme, mais tout de même un nouveau scepticisme qui faisait que, par exemple, il s'autorisait à dire que la science, euh, quelque part, n'était qu'un mythe parce que finalement, tout ce qu'on peut faire, c'est réfuter des hypothèses et il n'y a jamais de vérité obtenue. Mais tout ce discours est fondé sur l'idée que l'objectivité serait un horizon et pourrait prendre le nom de vérité. Or, dans la théorie du décentrement méthodologique, l'objectivité, c'est la méthode. C'est la méthode qui est objective. Et elle permet un progrès. Si les sciences progressent, et ça, par contre, Popper s'y est vraiment attelé, penser le progrès scientifique, ça, c'est son grand mérite. Il est un penseur du progrès scientifique. Mais si les sciences progressent, c'est justement parce que leur méthode est objective et permet ce progrès. Et si c'est la méthode elle-même qui est objective, ça veut dire que on n'a pas à penser une objectivité comme étant une vérité avec un grand V qui serait l'horizon. Parce que de toute façon, l'horizon, en tant qu'horizon, au fur et à mesure qu'on avance, lui, il recule. De toute façon. Donc, vous voyez, il y a un déplacement du questionnement. Par rapport au réfutationnisme de Popper, la théorie du décentrement méthodologique, elle opère un déplacement du questionnement. Alors ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect du problème du décentrement méthodologique est beaucoup plus fondamental encore. Il est beaucoup plus fondamental parce qu'il va remettre en question l'attitude même des philosophes, l'attitude même des philosophes qui prétendent affirmer quelque chose sur quelque chose. En effet, je disais que la science, elle, le sujet de connaissance des sciences peut se décentrer, et que donc ce n'est pas lui, en tant qu'individu psychique, qui objective les significations manipulées. Et par conséquent, le grand avantage qu'on n'a pas encore pensé de la science, le deuxième grand avantage, le premier c'est d'avoir une méthode objective qui permet de progresser, le deuxième grand avantage du décentrement méthodologique des sciences, c'est que au moment où il objective les significations qu'il manipule pour affirmer quelque chose sur quelque chose, eh bien, puisque ce n'est pas lui en tant qu'individu psychique qui le fait, puisqu'il se décentre par des médiations, ça veut dire que l'individu scientifique, le sujet scientifique, ne se rend pas implicitement et à son insu originaire. Il ne réduit pas si vous voulez, sa manière de réduire le faire-sens tridimensionnel, sa manière de réduire ce faire-sens à la seule dimension de l'objet là-devant, qui ne le ferait pas, eh bien, il le fait avec un décentrement et que ce n'est pas lui, en tant qu'individu psychique, qui objective les significations manipulées, ça veut dire qu'il ne se rend pas originaire à son insu au moment de cette objectivation des significations et au moment de cette réduction du faire-sens à la dimension d'objet là-devant. L'individu philosophant, lui, quand il affirme quelque chose sur quelque chose lorsqu'il prétend connaître, au sens propre du terme, il objective lui-même en tant qu'individu psychique. Il n'a pas de médiation. Il ne peut pas s'appuyer sur des médiations. Il objective lui-même en tant qu'individu psychique les significations qu'il manipule. Et donc, c'est lui-même en tant qu'individu psychique qui va réduire le faire-sens de ces significations à la seule dimension de l'objet là-devant qui ne le fait pas lui. Et donc, il se rend à son insu originaire. Il se rend à son insu euh, sa propre origine. Il est sa propre origine, mais de manière impensée. Je soulève ici un problème qui, je crois, n'a jamais été soulevé. Ici, j'ai une thèse à défendre, évidemment, sur la question des problèmes en philosophie. Peut-on créer de nouveaux problèmes? Je vais devoir, évidemment, écrire quelque chose sur cette question pour montrer que oui,
Oui, Kant a créé de nouveaux problèmes. Il n'a pas seulement traité d'une nouvelle manière d'anciens problèmes. Il y a véritablement une création de problèmes à travers dans l'histoire de la philosophie. Et je crois que là, je pose un nouveau problème, c'est-à-dire un impensé fondamental de l'attitude du philosophe qui prétend connaître en affirmant quelque chose sur quelque chose. Et par conséquent, puisque si on admet que ce problème est un vrai problème et que ce problème est resté impensé, cela veut dire que je vais devoir, moi, en tant qu'individu philosophe qui n'a aucune médiation pour me décentrer, je vais devoir affirmer quelque chose sur ce que j'appelle le faire-sens tridimensionnel. Hein. Je vais devoir manipuler des explications pour déplier le faire-sens. Donc, alors, ce qui est positif, évidemment, semble-t-il, par rapport à ce qui a été fait, c'est que je déplie le faire-sens en trois dimensions. Je veux penser le faire-sens comme tridimensionnel et comme s'individuant en moi qui ne suis pas ma propre origine. Très bien. Mais ça, c'est la thèse. Ça, c'est la thèse. C'est la thèse nouvelle. Encore faut-il que je le fasse d'une manière qui ne contredise pas cette thèse. Cela veut dire que toutes les significations que je vais manipuler, le problème, c'est que je vais continuer de les objectiver, parce qu'en fait, nos consciences humaines, elles sont ainsi structurées. C'est ce que j'appelle la structure d'effacement de notre non-originalité. Notre conscience humaine, et ça, je pourrais vous donner quelques raisons, j'ai quelques pistes au niveau ontologique cette fois-ci, mais l'ontologie, chez moi, elle est seconde, puisque le problème premier n'est pas ontologique. Le problème premier, c'est de me penser comme fait par le faire sens. Mais je pourrais vous donner, sur le plan second de l'ontologie, quelques raisons d'expliquer pourquoi la conscience humaine a ce problème, c'est-à-dire que pourquoi la conscience humaine est devenue, contrairement à la conscience animale, est devenue objectivante pour le faire sens. Pourquoi, implicitement, spontanément, elle le réduit à la seule dimension de l'objet là-devant à connaître pour affirmer des choses sur quelque chose. Donc pourquoi la conscience humaine est structure d'effacement de sa propre non-originalité? Je vais devoir contourner ce problème. Je vais devoir contourner le fait que ma propre conscience est inévitablement objectivante pour le faire sens, c'est-à-dire réductrice pour lui. On pourrait dire aussi que elle objective, au sens de égaler au référent, elle objective spontanément les significations comme égalées donc à leur objet. Je vais devoir contourner ce problème. Je vais devoir contourner la structure d'effacement de ma propre intentionnalité humaine. Alors, j'ai trouvé un moyen dans la philosophie du paradoxe, j'ai développé ce moyen. Ce moyen existe depuis la Société de l'invention. Et dans la philosophie du paradoxe, moi qui voulais revenir sur le problème fondamental du décentrement, et donc préciser l'unique moyen que j'ai trouvé pour contourner ma propre structure d'effacement de ma propre non-originalité, eh bien, le seul moyen, c'est que j'identifie les dimensions du faire-sens à des modes d'action. Parce que parmi toutes les significations que nous manipulons, les significations qui désignent des modes d'action sont les seules qui, qui désignent un objet constitutif du sujet en train de parler de cet objet. Un mode d'action, par définition, c'est un objet qui en même temps est constitutif du sujet. Et c'est pourquoi je vais identifier les trois dimensions du faire sens de toute chose dont je parle. Ces trois dimensions, je vais les identifier sous les noms suivants, qui sont des modes d'action. Production, ça c'est la dimension de la satisfaction des besoins. Information, ça c'est la dimension d'acquisition de connaissances sur l'objet. Et éducation. Mais je prends le mot éducation en un sens étroit, et non pas au sens de la formation générale. Parce que la formation générale, ce qu'on appelle la formation, ça peut être une formation aux trois dimensions de notre existence. Alors que éducation, lorsqu'on lui donne un sens étroit, c'est vraiment la transmission des valeurs. C'est vraiment la transmission des valeurs par leur incarnation. Et donc, en désignant les trois dimensions du faire-sens qui s'individuent en moi, qui ne suis pas ma propre origine, en désignant ces trois dimensions du faire-sens par des significations qui désignent des modes d'action, je peux ainsi contourner ce que j'appelle le- l'aporie, hein, l'apparente aporie de la philosophie, qui veut, qui veut penser le faire-sens qui me fait, alors même que toute conscience humaine est inévitablement objectivante pour le faire sens. Donc, pour contourner cet obstacle inscrit en nous, inscrit dans notre propre intentionnalité humaine, je n'ai que ce moyen-là, qui est d'identifier les dimensions du faire sens à des modes d'action, parce que les modes d'action sont des objets qui, en tant que modes d'action, sont en même temps constitutifs du sujet. Donc, ainsi, je peux penser ma propre finitude. Je peux penser ma propre finitude, ma propre non-originalité, d'être sujet
Moi, j'appelle ça le sens-sujet. Hein. Le sens fait l'objet, mais le sens fait aussi le sujet. Donc, je suis un sens-sujet individuant le faire-sens, et je veux penser ma propre non-originalité. L'individu philosophant doit, c'est la tâche de l'individu philosophant. Les sciences sont enfermées. Les sciences sont enfermées dans la seule dimension de la connaissance, donc de l'objet là-devant. Le philosophe a pour tâche de penser le faire-sens dans sa tridimensionnalité, et en faisant cela, il se pense lui-même comme fait, parce il pense un objet qui est en train de le faire lui-même. À chaque instant, le faire-sens s'individue en moi. Donc, la philosophie a sa propre tâche, qui n'est pas une tâche de connaissance proprement dite. C'est une simple connaissance, entre guillemets, de ma propre non-originalité, de sens sujet qui individue le faire sens. Alors, j'en viens donc maintenant à la structure étagée, à la structure étagée que je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais il y a une structure étagée de la relativité philosophique, parce qu'une fois que j'ai dégagé les trois dimensions du faire sens qui s'individuent en moi, je peux ensuite traduire la différence entre le faire sens et chacune de ces dimensions. Je peux traduire cette différence dans chacune de ces dimensions. Alors, je vais préciser ceci. Et donc, vous avez ainsi une architecture étagée. La première problématique, j'appelle ça la sémantique archiréflexive, où je pense ma propre finitude. C'est un retour, vous savez, c'est un retour au plus vieux mot d'ordre de la philosophie. La philosophie a commencé il y a 2500 ans avec le mot d'ordre connais-toi toi-même. C'est une nouvelle modalité de la connaissance de soi, qui est la seule forme de connaissance que la philosophie puisse obtenir. Et cette connaissance, elle est entre guillemets. Et à mon avis, on a absolument besoin de cette connaissance, entre guillemets, de la finitude de soi-même pour fonder dans la dimension politico-économique, donc traduction seconde, pour fonder dans la dimension politico-économique une véritable économie politique écologique, c'est-à-dire ancrée dans la conscience de la finitude. Alors j'en viens donc à cette structure étagée. Le système philosophique global auquel je travaille, et donc vous savez désormais que je le nomme relativité philosophique, possède cette structure étagée. Il y a d'abord la position du problème cardinal du décentrement, c'est pour ça que j'y suis revenu sur tout un chapitre dans la philosophie du paradoxe, en lien direct évidemment avec l'analyse du faire sens comme étant tridimensionnel, et donc comme ne se réduisant pas à la seule dimension de l'objet de connaissance, hein, qui ne me ferait pas, lui. Il y a ensuite la traduction de ce discours premier dans chacune des dimensions du faire-sens qui ont été dégagées, et on obtient ainsi une philosophie de l'information épistémo-ontologique, dont j'ai donné le programme en 2018 dans la Société de l'invention, ça c'était le chapitre 6. Il y a ensuite une philosophie de la production politico-économique, dont j'ai donné le programme dans le chapitre 7 de la Société de l'invention et une philosophie de l'éducation pédagogico-axiologique, dont j'ai donné le programme dans le chapitre 8 de la Société de l'invention. Et la philosophie du paradoxe, lui, revenait sur le problème de la méthode à mettre en place, et donc sur le problème cardinal du décentrement, avec la discussion de Popper, avec les discussions de Wittgenstein, de Heidegger, notamment, qui sont pour moi les penseurs qui ont posé des choses. Hein, par exemple, au paragraphe 13 de Sein und Zeit, Heidegger, le premier Heidegger, au paragraphe 13 de Sein und Zeit, Heidegger dit que l'être au monde est plurimodal et que la connaissance n'est qu'un mode parmi cette plurimodalité de l'être au monde. Donc là, il y avait un premier élément. Le problème, c'est qu'ensuite, il a réduit l'être au monde à ce qu'il appelait la mondéité en tant que significativité, c'est-à-dire un système de renvoi entre les étangs. Et il a oublié cette idée de la plurimodalité, alors que moi, j'essaie justement de l'inscrire dans chaque signification que nous manipulons. Le faire sens de chaque signification que nous manipulons est plurimodal, pluridimensionnel. C'est pas seulement l'être au monde qui est plurimodal, c'est le faire sens de toute signification que je manipule. Wittgenstein, le dernier Wittgenstein, a lui posé des choses aussi. Et d'ailleurs, il a écrit dans De la certitude, son dernier texte, il a écrit ceci, il a écrit, ce qu'il faut à nouveau ici, c'est un pas analogue à celui que fait la théorie de la relativité. Donc il appelait à une relativité en philosophie après la relativité en physique. Alors donc on obtient cette structure étagée.
Et j'ai renommé, en fait, avec les trois traductions là, dont je vous ai donné les noms, j'ai renommé les domaines de la philosophie. Je les rebaptise en fonction, je les rebaptise en fonction des dimensions du faire-sens qui auront été dégagées par la problématique première, qui est la sémantique archiréflexive. Elles sont donc les redéfinitions des différents domaines de la philosophie, et ces trois problématiques sont les trois traductions, à chaque fois unidimensionnelles, de l'analyse première, qui, elle, est diffractante pour le faire sens, et donc pluridimensionnalisante. Parler de traduction, c'est faire appel à un nouveau type d'opération pour construire la philosophie. Une opération qui, contrairement à la déduction, ce serait une opération adéquate au fait que on part d'une simple connaissance, entre guillemets, de soi et non pas d'une connaissance proprement dite, cette dernière étant le monopole des sciences. Et comme toute traduction est analogique, ceci suppose une réhabilitation de l'analogie, et donc une distinction entre l'analogie et la simple métaphore, qui sont souvent confondues, alors que la seconde est le propre des philosophes qui pratiquent ce que notre belle langue française nomme le flou artistique. Dans la philosophie du paradoxe, je précise donc cette différence entre analogie et métaphore, mais puisque l'opération de traduction nous fait ici passer du tridimensionnel à l'unidimensionnel, l'analogie, telle qu'elle devient constitutive de la construction étagée, n'implique plus quatre termes, mais seulement trois. Non plus donc A est à B ce que C est à D, mais A est à sa propre dimension B ce que B est à sa propre sous-dimension C. Le système de la relative philosophique doit ainsi posséder une structure fractale autosimilaire. Je terminerai cette seconde partie de mon propos en vous donnant un exemple de cette opération de traduction du pluridimensionnel dans l'unidimensionnel. Une fois dégagées les trois dimensions du faire-sens qui s'individuent en moi, la différence entre ce faire-sens et sa propre dimension d'objet de connaissance, à laquelle il ne se réduit justement jamais, cette différence possède pour traduction à l'intérieur de cette même dimension d'objet la différence entre objet et substance non relationnelle. L'objet est à la substance ce que le faire-sens est à l'objet. Parce que, de même que le faire-sens ne se réduit jamais à l'objet de connaissance là-devant qui ne me ferait pas, de même l'objet ne se réduit jamais à la substance non relationnelle. Et c'est ainsi que la philosophie de l'information épistémo-ontologique pourra se développer sous la forme d'une ontologie génétique au sens de génésique, qui pense les différents régimes d'individuation, d'abord physique, puis biologique, puis psychosocial, par lesquels pourra être finalement rendu compte, ontologiquement cette fois-ci, rendu compte du fait que le sujet humain en général, et non plus seulement l'individu philosophant, individue le faire sens tridimensionnel. Cette ontologie génétique, dont une première version a été écrite en 1958 par le philosophe français Gilbert Simondon, s'achèvera donc par la dérivation philosophique de l'humain à partir de l'animal et de ces trois dimensions, action, perception, émotion. Et cela de telle façon que le scénario de l'anthropogenèse, dont j'ai dit plus haut que grâce aux neurosciences, je le renouvelle par rapport à ce qu'il était chez le roi Gourand, eh bien de telle façon que ce scénario permette d'expliquer comment la tridimensionnalité du primate préhumain a pu passer de l'évolution à l'histoire en engendrant Homo. En ce point précis, dans mon nouveau scénario, si vous voulez, chez le roi Gourand, il y avait ce qu'il appelait la coordination langage technique, qui faisait suite, d'après lui, à la coordination face-patte, à la coordination face-patte chez le préhumain. On passe de cela à la coordination langage technique. Et il disait que par ailleurs, certes, le préhumain pouvait avoir des signaux vocaux et quelques outils, mais que chez Homo, il y avait une coordination véritable langage technique. Alors, mon nouveau scénario ne parle plus de coordination, mais en me basant sur des données neuroscientifiques, je conçois cette fois-ci non plus une simple coordination, mais une interpénétration du langage et de la technique, et en précisant, et là aussi je crois que ce n'était pas suffisamment fait par le roi Gourand, qui restait trop discontinuiste au niveau évolutionniste, restait trop discontinuiste. Il faut préciser que, en fait, chez le préhumain, on a bien un langage et une technique, mais justement,
ils ne se sont pas interpénétrés. Ils ne se sont pas interpénétrés. Chez Homo, il y a une véritable interpénétration du langage et de la technique. Alors, cela donne quoi? Eh bien, cela donne des langues qui sont grammaticalisées, c'est-à-dire qui sont structurées par des opérations techniques. Et cela nous donne également des outils qui ne sont plus simplement des outils isolés que l'on ne conserverait pas, mais qui sont des outils qui vont faire système et qui vont renvoyer les uns aux autres comme un système symbolique. Nous avons donc une technique symbolisée et nous avons des langues technicisées. Il y a une véritable interpénétration du langage et de la technique dans le processus historique qui est celui de Homo. Et donc, ce nouveau scénario doit permettre à terme de comprendre que, en fait, nous individuons la double transcendance du langage et de la technique qui ne forment plus que ce que j'appelle une interface langage technique. Nous l'individuons. Et elle est une transcendance. La langue existe à l'extérieur de moi. Et je l'individue afin de me construire comme sujet pensant. Le système technique existe à l'extérieur de moi et je l'individue aussi. J'individue d'ailleurs les deux simultanément puisque la langue est technicisée et le système technique est un véritable système de renvoi entre les objets. Donc c'est un système en même temps qui est symbolisé en tant que système. Donc nous avons là la possibilité de rendre compte du fait que chez Homo, il y a un véritable processus d'individuation d'une double transcendance constitutive, une double extériorité qui me fait. Bien sûr, je terminerai ma deuxième partie par ce point. Bien sûr, et pour la seconde partie, il faudra que tu me dises, Michel, parce que là, je prends du temps, parce que j'ai rajouté des choses, malheureusement. C'est toujours pareil, hein. Je Oui, termine ma deuxième partie. Bien sûr, l'une des grandes différences entre cette nouvelle ontologie génétique et celle écrite par Simondon est que l'ontologie de Simondon se voulait philosophie première, donc discours fondateur. Alors que dans mon système de la relativité philosophique, l'ontologie génétique n'est que l'une des trois traductions secondes de l'analyse première du faire sens tridimensionnel qui s'individue en moi. Tout repose sur une simple connaissance, entre guillemets, de moi-même, de ma finitude. Et l'ontologie génétique, en tant que traduction seconde, sera entièrement soumise au savoir scientifique. Elle ne sera là que pour proposer une unification des régimes d'individuation et garantir ainsi le faire sens du travail de connaissance pour lequel les sciences, elles, sont méthodologiquement autonomes et gnoséologiquement souveraines. Alors Michel, tu me dis, parce que là, je vois que l'heure tourne. je vois que tu anticipes sur la suite. Dans les questions, je les reprends, hein, il y a plein de questions qui ont été posées. Et ça permettra aussi à tout le monde de prendre un petit peu de recul, de respirer et puis d'affiner certaines choses qui ont été dites.